Ce podcast est une présentation de l'entreprise de signalétique et d'affichage Bromard. Ne manquez pas mon nouveau segment au milieu de l'épisode. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Florence Agathe Dubé-Moreau. Florence est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art à l'UQAM. Elle est aussi commissaire indépendante en art. Elle gère des expositions à Montréal, Québec, Toronto. Elle est aussi autrice. Récemment, elle a sorti un livre, Hors-jeu, qui est un essai culturel féministe où on parle de la place des femmes dans le monde du sport et sa réalité comme conjointe d'athlète professionnelle aux côtés de Laurent Duvernay-Tardif. Merci Florence d'être là. Merci pour l'accueil. Je suis tellement content. Je te l'ai dit avant qu'on commence, mais j'ai full aimé ton livre. J'ai découvert une perspective sur le monde du sport que je connaissais pas. Puis que on dirait que même si je voudrais chercher, je trouverais pas tant de choses. Fait que merci d'avoir écrit ton livre. C'est vraiment intéressant. Je recommande tout le monde avant qu'on commence d'aller chercher ton livre, puis de le lire, même si t'es un gars, puis tu aimes genre le sport, puis le foot, puis tout, va lire ce livre-là, ben oui, c'est vraiment... Surtout si t'es un gars! Exact! C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. C'est bien écrit, il y a des stats, il y a des faits des fois, là, comme on va en reparler, là, mais juste le truc des cheerleaders, le règlement qu'il y avait, en tout cas, allez lire le livre, c'est vraiment, vraiment intéressant. Comment ça va? Ça va bien! Comment tu te sens en ce moment, c'est début d'année? Comment tu feels? Ben, je vais tellement bien. Ça a tellement été un beau tourbillon, le lancement du livre. Tu sais, on a fait le lancement à la fin octobre, puis on a fait une tournée médiatique de 2 mois autour du livre avec un super bel accueil. Tu sais, autant du milieu littéraire que du milieu sportif. Puis ça me touche beaucoup parce que, tu sais, le défi que je m'étais donné justement avec le livre, c'est de pouvoir parler au plus de monde possible. Ouais. Donc, les gens qui connaissent le sport, mais aussi les gens qui ne connaissent peut-être un peu moins le sport, mais qui ont envie de découvrir cet univers-là. Ouais. Donc, non, ça a été une belle vague d'amour. Donc, je commence 2024 bien énergisée. C'est le fun. Je suis content. Mais je pose vraiment cette question-là au début, vraiment sincèrement, et non juste la cassette de « ça va, oui, ça va ». Genre, vraiment savoir comment ça se passe, parce qu'il y a des fois des gens qui sont arrivés ici et ils étaient comme « hey, en ce moment, ça va pas trop ». Puis j'étais comme « sure, c'est bien correct ». Fait que je suis content que tu commences l'année 24 bien énergisé. On va parler de qu'est-ce que j'ai parlé dans l'introduction durant le podcast, mais pour commencer, j'aimerais parler, parce que dans ton livre, tu dis que tu as déménagé beaucoup quand tu étais jeune. Tu as fait à peu près 8 villes, Portugal, Bahamas, Canada, États-Unis. Explique-moi pourquoi tu as déménagé autant quand tu étais jeune, puis c'est quoi l'impact que ça a pu avoir sur toi, looking back maintenant? Oui. Puis c'est drôle ça, parce que c'est intéressant que tu dises comme rétrospectivement qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé beaucoup plus tard dans ma vie, que c'était un peu particulier comme enfance, tu sais. Parce que ça faisait tellement partie du rythme de ma famille que j'y ai jamais vraiment pensé en grandissant, tu sais. Mais oui, donc mon père travaillait sur les chantiers navals. Donc c'est un architecte naval de formation qui fait de la gestion de projets aussi, de construction de bateaux, puis de plateformes, de forage dans la mer, etc. Donc, ben évidemment, il y a pas beaucoup de grands ports de construction au Québec, au Canada. Donc, je suis née à Québec. Il travaillait à la Mille des Vies, le gros chantier naval à Québec. Puis ensuite, j'ai habité en Nouvelle-Écosse, où il y a un autre très gros port au Canada. Puis ensuite, on s'est beaucoup promené aux États-Unis, tout autour du golfe du Mexique. Ça nous a amené jusqu'aux Bahamas, au Portugal. Donc, c'était particulier parce que c'était un mode de vie où on avait souvent comme une maison puis une école d'attache au Québec. Puis de là, on partait des 2, 3, 4, 6 mois faire l'école à la maison dans les pays où mon père travaillait. Donc, j'ai eu une mère absolument dévouée et fantastique et pleine de ressources pour faire l'école à la maison à moi et à ma petite sœur. On a quand même 4 ans de différence. Fait qu'elle était comme la professeure. Elle était la professeure, ouais. Puis ma maman, elle a une formation en enseignement des arts plastiques. Donc, il y avait quand même un lien, disons, à cette grande aventure pour nous accompagner avec nos devoirs, nos leçons et tout. Mais quand même, tu sais, on dirait que justement, tu sais, quand on vieillit, on prend la mesure de qu'est-ce que ça voulait dire, là, tu sais, avant Zoom, avant la facilité de l'Internet, tu sais, partir avec 2 jeunes enfants, faire l'école au complet pendant des mois et des mois. En tout cas, immense shout-out à ma mère. Mais c'est ça que je me demandais, tu sais, parce que moi, j'ai vécu un peu ce même truc-là, parce que moi, ma mère est malgache. Fait qu'elle vient de Madagascar. C'est pour ça que j'étais là cet hiver. Puis moi, j'étais allé vivre 1 an à Madagascar quand j'étais plus jeune. Mais j'étais allé à l'école là-bas. Mais avant, j'y allais
pendant 2 mois, 3 mois, puis on faisait l'école à la maison. Puis moi, dans ma tête, c'était comme plus que normal. Tu sais, on avait des gros cahiers, puis c'était comme, OK, aujourd'hui, on va passer 1 heure sur les mathématiques. Puis j'étais comme, OK, parfait. Merveilleux. Mais quand j'ai remarqué que c'était pas pareil, puis aussi à quel point moi, ça m'a changé, puis que j'avais une vision de la vie des fois différente de mes amis, puis tout ça. Je veux savoir, toi, ça t'avait-tu impacté? Est-ce que ça t'as-tu vu quelque chose dans ta vie changer? T'as-tu vu ta personnalité changer? Ou... Je savais pas ça de toi. C'est oui, drôle, parce qu'on se connaît un petit peu, oui. mais je savais pas. Puis c'est tellement rare. Je sais pas si toi, t'as rencontré beaucoup de monde de même, mais moi, vraiment pas. Non, à chaque fois j'en parle, ils sont comme, quoi? Premièrement, t'es pas noir. Non, je suis pas noir. Mon père est québécois, fait que j'ai tous les gènes de mon père. Fait que ouais, mais oui, c'est ça. J'ai comme vraiment, puis on y retourne souvent, puis ça. Mais ouais, puis moi, c'est comme, personnellement, moi, ça m'a vraiment changé. J'en ai déjà parlé dans le podcast pour d'autres épisodes, mais moi, quand j'étais arrivé à Madagascar à 8 ans, puis mes parents ont dit « Hey, on va vivre ici pendant 1 an », moi, j'étais comme « Sure ». Mais j'étais tellement gêné que je pouvais pas imaginer vivre en communauté. Les maisons sont toutes sur le même terrain de notre famille. Aller à l'école, je connais personne. J'ai ma soeur, mais ma soeur est plus vieille, là, fait qu'elle est pas dans ma classe. Me faire des amis, le premier jour, j'ai tellement pleuré. Puis quand je suis revenu ici, j'étais extraverti. Je suis genre, oh my God. Puis là-bas, c'est tous des entrepreneurs. Je suis devenu un entrepreneur. C'est comme, ça m'a full impacté. Ça t'a forgé. Exact. Je me demandais si tu fait la même chose avec toi. Ou... Je pense que ce que tu décris, cette espèce de capacité à s'adapter un peu à n'importe quelle situation, à se déraciner, à partir, à revenir. Tu sais, la curiosité, l'ouverture aussi, tu sais, de vraiment comme débarquer en quelque part puis d'être comme, OK, qui sont les gens, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais, puis de dans cet esprit comme d'immersion aussi. Ça, définitivement, tu sais, comme toute mon enfance, adolescence a bougé comme ça m'a apporté cette capacité à bouger et à m'adapter facilement et à être un peu aussi... maître de ce que je fais, dans le sens où mon père aussi est entrepreneur, ma mère aussi, ensuite, elle a parti des entreprises, puis je pense que il y a quelque chose de probablement très proche dans cette capacité, justement, à comme créer ton cadre, finalement, puis les règles du jeu. Oui, c'est ça, exact, parce que t'as plus de... En tout cas, on pourra en parler pendant longtemps, j'ai tellement de questions, mais... Cool, je suis vraiment content de savoir, tu sais, que ça, je suis pas tout seul, on va changer, tout. Mais ça veut dire, est-ce que tu étais complètement bilingue super jeune, vu que tu as voyagé partout? C'est vraiment cool, ça. Moi, ma maman, elle nous a pas parlé malgache quand on était jeune. Puis là, je prends des cours de malgache par moi-même, avec un prof le soir après ma job, parce que je veux être trilingue, tu sais. Mais je suis un peu jaloux, là, tu sais, être tout de suite bilingue comme ça, avec une langue. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Après, tu es allé à l'école supérieure de ballet. Est-ce que ton but, c'était de devenir professionnel, faire ta vie avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est ça. Moi, toute mon enfance, c'est ça. À travers tous ces déplacements-là, j'ai toujours été dans des programmes comme intensifs, de sport-études, danse-études. Moi, je faisais du ballet classique, du ballet contemporain. Puis, oui, mon objectif, c'était de faire carrière en danse contemporaine. Et donc, je faisais l'école à la maison quand on bougeait, mais j'allais prendre des cours dans des écoles locales de danse. Fait que c'était comme mon moyen d'avoir justement des petits cercles d'amis sur place et compagnie. Oui, donc, je suis entrée à l'École supérieure de ballet contemporain au Cégep. Donc, c'est un programme de formation professionnelle en interprétation classique. C'est un programme, très contingenté, très prestigieux, de haute performance et tout ça. Donc, c'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Donc, je suis entrée là au niveau collégial, puis je me suis blessée très tôt. J'ai eu vraiment comme un problème à la hanche, en lien avec le volume d'entraînement, mon ossature de corps. Puis, j'ai dû être opérée, puis j'ai été opérée comme 3 fois. C'est des grosses chirurgies. Je me suis fait reconstruire la hanche et tout ça. Oh my God. Puis, j'ai pris ma retraite. Assez jeune. J'ai pris ma retraite à 19 ans du milieu professionnel. Ça a dû faire tellement de la peine. Est-ce que tu pensais que ta vie, c'était ça? Est-ce que tu étais comme perdue après? J'avais aucun autre plan, là. Moi, c'était ça, on y allait, comme, il y avait pas... Tu sais, toute ma vie avait tellement été ça, tu sais... tu sais, la haute performance, c'est que
tout ton quotidien est réglé autour de ça. Oui, En fait, c'est comme ton alimentation, ton sommeil, ton cercle social. Toutes tes heures sont consacrées à ça. Le programme professionnel au collégial, je pense, c'est entre 25 à 30 heures d'entraînement par semaine. Fait que ça devient comme toute ta vie. Fait que c'est pas seulement de te retrouver comme, bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie au lieu de la danse. C'est aussi, OK, je suis qui sans cette discipline-là? Qu'est-ce que je fais avec ce trou de temps dans mon horaire? Juste 30 heures de libre, ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Fait que ça a été un processus de deuil. Puis tu sais, je pense que c'est très comparable à n'importe quel athlète professionnel qui prend sa retraite. Tu sais, selon les niveaux auxquels tu t'es rendu, je pense qu'il y a vraiment comme un moment d'arrêt, tu sais, qui est nécessaire, qui est hyper douloureux et confrontant, mais en même temps qui te permet ensuite de comme préparer la prochaine étape puis de te projeter un peu dans ta vie post-sport. T'sais, le sport fera toujours partie de toi, mais il est plus au cœur de ton quotidien. Donc, ça a été une période assez... intéressante en termes de comme croissance, tu sais, de comme, OK, comment surtout je me redéfinis? Surtout à 19 ans, là, c'est comme, parce que moi, je me rappelle à 19 ans, je me demandais, comme, est-ce que je fais la bonne décision à chaque jour? Je me disais, je suis correct dans ça? Puis là, tu avais un plan, puis là, ça s'effondre un peu. Ça doit pas être facile. Mais est-ce que c'est là que tu as décidé d'aller vers l'art ou c'était déjà une partie de ta vie? C'est comment que ça l'a concrétisé? Ben oui, effectivement. C'est à ce moment-là que je me suis dirigée vers l'histoire de l'art, dans le fond, fait, vers l'art contemporain, les arts visuels. Je savais que je voulais rester dans le milieu créatif, artistique, culturel. Puis, à travers justement ma formation en danse, j'avais fait des cours d'histoire de la danse, puis j'avais fait des cours d'histoire de l'art aussi. Puis j'avais un peu comme découvert cet univers-là. Et j'ai commencé à justement faire des petits projets entre amis d'exposition, un peu comme, tu sais, ad hoc, on loue tel local sur Saint-Laurent, on fait un happening un soir, tu sais, avec des gens en art visuel, en cinéma, tu sais, en musique. Fait on bricolait des expositions comme ça, puis j'ai un peu comme pu rencontrer aussi les autres scènes artistiques que je connaissais moins, parce que justement, ta formation est tellement intense que t'es un peu reclus sur toi-même. Mais, fait que c'est un peu comme ça que j'ai découvert la scène de l'art contemporain, puis ça m'a donné envie de m'inscrire en histoire de l'art à l'université. Fait que je me suis inscrite à l'UQAM en art contemporain parce qu'ils sont comme vraiment un leader au Québec sur justement la scène de l'art actuelle. Fait que c'est comme ça que j'ai changé de milieu artistique, Puis est-ce que tu te disais, OK, maintenant, ça va être ça ma job? Tu le savais tout de suite dès que tu es rentré à l'université ou tu étais encore pas sûr à ce moment-là? Ou... J'avais faim. Dans le sens où, tu sais, là, je sortais de comme une période vraiment de comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Puis, quand j'ai comme mis mon mindset sur l'art contemporain, les arts visuels, j'étais comme, OK, là, je veux tout comprendre de ce milieu-là parce que je le connais si peu, tu sais. Fait que là, tu sais, je faisais du bénévolat, je faisais des projets étudiants, j'étais sur le conseil étudiant, là, je voulais tout comprendre, tu sais, comme cartographier vraiment le milieu des arts, tu sais, j'étais comme, OK, c'est qui les acteurs, c'est qui les institutions, les centres d'artistes, les galeries versus les musées, les revues spécialisées, tu sais, comment tout le monde cohabite ensemble, les artistes, comment travailler avec un artiste en art visuel, comment les mettre en valeur. Puis c'est vraiment une période de ma vie aussi, j'ai fait une coupure comme complète avec le milieu de la danse, tu sais, j'étais comme, j'allais plus voir de spectacles de danse, j'avais plus aucun ami en danse, tu sais, c'était vraiment comme, j'avais besoin de faire une coupure, puis de vraiment m'immerger dans le milieu de l'art contemporain. Puis c'est drôle parce que quelques années plus tard, quand j'ai commencé à faire du commissariat plus, disons, professionnel, la danse et la performance sont comme revenus par la bande. C'est devenu dans mes intérêts de recherche en art visuel, tu sais, le mouvement, puis la chorégraphie, puis tout ça. Mais, non, j'avais faim, là, je voulais vraiment comprendre, puis c'était comme, OK, let's go, là, tu sais, Puis j'étais un peu plus vieille aussi, tu sais, parce que vu que j'arrivais d'un programme professionnel, qui est une technique, dans le fond, au cégep, quand je suis entrée au bac, j'étais un peu plus vieille que ma cohorte, tu sais, fait que j'étais aussi comme, on y va, là. Let's go, je comprends. Puis qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, commissaire?
Comme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ben, une commissaire, j'aime ça dire que c'est un peu comme une réalisatrice ou une metteuse en scène, mettons, tu sais, cinéma-théâtre. Fait que c'est vraiment la personne qui fait le lien entre les artistes, les œuvres, le contexte de comme la galerie ou de la scène, par exemple, puis le public, tu sais. Donc, c'est vraiment comme la personne qui attache tous les fils puis qui tient un peu cette espèce de vision artistique. Fait que c'est ça, c'est vraiment... c'est comme la personne qui est en charge de la globalité du projet puis de la direction du projet puis qui est vraiment très intimement dans la création avec les artistes, qui sélectionnent avec eux les œuvres, le positionnement des œuvres dans la galerie. Après ça, pour le public, ça va être quoi l'expérience? Donc, quand je suis un visiteur, une visiteuse, j'entre dans la galerie, c'est quoi la première œuvre que je vois? Comment je la rencontre? Comment est-ce qu'elle m'est présentée aussi? Est-ce qu'il y a un texte? Fait que tout cette espèce de... Ouais, c'est ça, la vue d'ensemble sur le projet. Donc ça, c'est du commissariat d'exposition. OK, c'est vraiment... c'est intéressant parce que je savais aucunement. Je voyais ça tout le temps comme titre, puis je me disais, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais je suis vraiment content de le savoir. Dans ton livre, on va commencer un peu à parler de ton livre. Puis il y a une phrase qui m'a vraiment marqué parce que tu dis... Il y a autant de féminisme que de féministes. D'après toi, c'est quoi ton féminisme à toi? Tu peux me le décrire? Parce que comme ça va bien setter la table de tout ce qu'on va parler le reste du podcast. Ah, c'est bon. Ben, mon féminisme... Moi, je vois vraiment le féminisme comme une lunette avec laquelle regarder la société. Puis c'est une lunette qui nous amène à nous informer puis à nous engager sur des questions d'égalité entre les genres, mais qui peut aussi, à mon sens, être élargie à toutes les inégalités dans la société. Donc, une sensibilité pour les personnes ou les communautés qui vivent la discrimination dans la société. Donc, c'est pour ça aussi, dans le livre, que je dis que parler de féminisme dans un contexte sportif, pour moi, c'est une façon de parler de la place des femmes dans le sport, mais c'est aussi une façon de parler de la place de toutes les personnes qui s'identifient pas dans l'espèce de boîte super restreinte de l'athlète masculin idéal. Et ma première question avec le livre, c'était, tu parles beaucoup durant le livre de ton challenge à toi d'être féministe et d'être conjoint, sortir avec un athlète du Big Four. Le Big Four, c'est les 4 ligues principaux de sport. D'après toi, est-ce que c'est possible? Puis comment, si oui, comment tu peux jouer puis jongler avec ça? D'être féministe en étant conjointe de joueur. Ben là, j'espère que c'est possible. Je le fais quand même depuis 12 ans même. Mais il faut que ça soit possible. Puis en fait, le livre, c'est un peu aussi un plaidoyer dans ce sens-là. Je pense que c'est important qu'on réfléchisse collectivement à la place des femmes dans le sport et aux étiquettes qu'on leur accole, aux barrières avec lesquelles elles doivent se battre. Il faut pas oublier que, je veux dire, le sport moderne, c'est une construction culturelle, c'est une industrie qui a été pensée par les hommes. Au départ, c'était une industrie qui excluait les femmes, qui excluait une foule de minorités ou de diversité. Et donc, quand on est face à une industrie qui a été pensée par et pour les hommes, je veux dire, les barrières systémiques pour toutes les personnes qui s'identifient pas comme hommes, elles sont immenses. Donc, le livre, c'est une façon de réfléchir à, OK, c'est quoi la spécificité de l'expérience des personnes qui s'identifient comme femmes dans cette industrie-là, puis comment est-ce qu'on peut peut-être rendre cette expérience-là plus positive, plus inclusive, plus juste pour ces femmes-là, Ouais, je comprends. Ah, c'est fou. En tout cas, ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein d'aspects. La plus gros qui m'a le plus choqué, c'était... là, c'est un gros sujet, puis OK, on va tout ça aller là-dedans. C'est le travail ou l'occupation professionnelle des femmes d'athlètes professionnels. Je trouve ça tellement un gros sujet, mais ça m'a tellement choqué parce que j'y pensais même pas quand tu regardes une partie, mettons, de basket, tu penses pas tout de suite à comme... Je me demande vraiment, la femme de LeBron James, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Genre, tu penses pas à ça à ce moment-là. Mais, comme... OK, attends, j'ai trop de questions. Peux-tu me dire
toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire quand tu as su que ton conjoint allait jouer à Kansas City? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit comme, OK, je suis maintenant, j'habite là, est-ce que je reviens? Est-ce que je travaille là? Est-ce que je fais le même métier mais là-bas, mais aussi beaucoup de contraintes que tu peux nommer si tu veux t'installer puis travailler dans une ville? C'est quoi ton point de vue puis qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai envie vraiment de commencer, c'est ça, au point de départ du livre. Tu sais, le livre hors-jeu, le déclic, c'est vraiment justement le repêchage, tu sais, de Laurent par les Chiefs de Kansas City en 2014. Puis mon espèce d'arrivée ou le fait d'avoir été parachuté dans cet univers-là que je connaissais pas du tout. Tu sais, moi, j'étais pas fan de sport. Le sport, ça faisait pas partie non plus de ma famille. Tu sais, on suit pas d'équipe sportive, tu sais, c'était très extraterrestre là, pour moi, tu sais. Fait que j'avais aucune idée vraiment qu'est-ce que ça signifiait non plus, tu sais, être repêché dans la NFL. Tu sais, je comprenais que c'est gros, mais tu sais, j'avais pas catché, là. Genre, si gros que ça. Oui, non, c'est ça. Puis, avant que tu continues, excuse-moi de te couper, peux-tu me raconter justement, parce que le repêchage, c'est une chose, mais après ça, c'est savoir est-ce que la personne va faire l'équipe. Quand t'as su, toi et Laurent, vous étiez ensemble, quand t'as su qu'il allait jouer, comment toi, tu t'es senti, comme émotionnellement? Est-ce que c'était comme, t'as-tu fait vomir parce que t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ou genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, c'est que c'était tellement improbable d'une certaine façon, tu sais. Puis je dis ça comme, je fais des guillemets, là, mais dans le sens où, tu sais, je veux dire, Laurent, c'était le premier Québécois à être repêché depuis 10 ans dans la NFL. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est commun au Canada. Tu sais, notre niveau de football est pas tout à fait à la même hauteur que celui des universités américaines. Fait que c'est rare qu'il y a des gars des universités canadiennes qui sont repêchés aux États-Unis dans la NFL. Donc, déjà, le défi d'un repêchage pour Laurent était immense. Puis, tu sais, on se disait, bon, il y a le repêchage, mais après le repêchage, il y a aussi comme la période des signatures. Puis, tu sais, il y avait une possibilité quand même qu'il puisse joindre la NFL, mais tu sais, par un autre canot après, tu sais. Puis aussi, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour être repêché dans la NFL, il faut que tu te rendes aux Combines, qui sont comme une étape, comme une... je sais pas comment dire, comme un examen standardisé pour que les recruteurs des 32 équipes aient les mêmes barèmes pour évaluer tous les joueurs selon les positions. Puis ça, pour être invité à ça, faut être excellent et faut être dans les meilleures universités aux États-Unis. Puis c'est très rare que, encore une fois, des Canadiens sont invités à ça. Fait qu'il y avait comme tellement d'étapes et de comme labyrinthes de comme pour encore une fois cartographier comme comment se rendre, par qui se faire voir, comment tu sais mettre le nom d'un Canadien sur le radar des recruteurs américains, même si à cette époque-là, mettons en 2013, Laurent était comme espoir numéro 1 au Canada, tu sais, il était hyper bien classé ici, mais tu sais là-bas personne ne le connaissait. Fait que la première étape pour Sacha, qui est l'agent de Laurent et notre ami, ça a été de comme pouvoir comprendre tous ces mécanismes-là et faire connaître Laurent et aussi d'augmenter sa capacité physique. Fait que pendant comme l'année qui a précédé le repêchage, Laurent a arrêté l'école, est parti s'entraîner aux États-Unis dans un centre de haute performance. Sacha a travaillé pour que les recruteurs puissent commencer à comme l'identifier comme quelqu'un qui avait du potentiel. Fou, dans l'espoir, tu sais, ben c'est ça, c'est ça, puis c'était tout le temps comme dans l'espoir, puis là on avait comme des scénarios A, B, C, D, E, tu sais, puis on se faisait comme des meetings les trois ensemble, puis on était comme ok, fait que là si cette voie-là fonctionne, ça va nous amener à telle étape, mais là si ça fonctionne pas, là on va faire telle affaire, fait que bref, mais là il y a plein de petites technicalités sportives, mais bref, il y a plusieurs chemins qui ont pas débouché, puis ça nous amenait toujours à trouver des options alternatives jusqu'à tenir un combine personnel à Laurent au Québec parce qu'il n'avait pas été invité non plus, tu sais, puis espérer que ici au Québec des recruteurs viennent le voir, tu sais. Fait que c'était vraiment comme ça a été très comme rocambolesque, tu sais, puis en même temps c'était tellement gros qu'on catchait pas non plus, tu sais, on était comme mais c'est tellement improbable, impossible ça va fonctionner ou sans dénigrer le talent, mais c'est juste le contexte. Exactement, tu sais, parce que tu sais c'est comme si tu sais, au Québec, au Canada, c'était su que Laurent était bon, mais tu sais, après ça, à quel point, comment, selon qui, puis c'est tellement des histoires de timing, puis qui te connaît, qui, tu sais, t'es où, à quel moment, etc. Et aussi, tu sais, c'était assez comique, cette espèce de dynamique-là, où Laurent a décidé aussi de ne pas
prendre un agent vétéran, Oui, c'est vieux ça. routier de cet univers-là. Tu sais, il a pris son ami de cégep qui était en train de faire son barreau, puis qui a commencé à faire ses examens pour devenir agent NFL à ce moment-là. Puis il était comme, ben on y va ensemble, puis on va avoir du fun. Fait que les trois ensemble, tu sais, on brainstormait sur comme quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais sans trop savoir. Fait que le week-end du repêchage, parce que ça dure 3 jours, tu sais, on rendu là, tu sais, toutes les cartes avaient été jouées, là, c'était plus en notre contrôle, puis là, on faisait juste comme attendre. Fait que là, il y a comme des tours, puis là, on dit comme, bon, la première journée, c'est peu probable, parce que c'est les premiers tours. Là, la deuxième journée, je sais pas, la troisième journée, en tout cas. Puis, bref, puis c'était tellement peu probable que moi, j'étais même pas au Québec. Juste des arrange-toi, là. J'ai comme, écoute, tu sais, je vous laisse attendre le téléphone qui sonne, peut-être, tu sais. Puis moi, j'avais un séminaire de maîtrise. Je venais d'entrer à la maîtrise à ce moment-là. Puis j'avais un séminaire de maîtrise à New York, genre. Puis on allait visiter des musées, des biennales, des événements en art. Puis donc, quand il y a su qu'il était repêché par les Chiefs, moi, j'étais dans un musée, dans un cours à New York. Puis, c'est Sacha qui m'a texté pour me dire c'était quelle équipe, et je savais même pas. Tu sais, je savais même pas c'est où. J'ai dû comme googler. OK, c'est où aux États-Unis? Puis j'étais un peu découragée aussi. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, une ville côtière, ça serait tellement cool. Oui, c'est ça. Avec des gros centres artistiques, des musées et tout. Là, le Kansas City, dans le plein milieu du Midwest, j'étais comme, OK, non, c'est pas mon top. J'aurais pu choisir, j'ai peut-être pas pris lui en premier. Je comprends. Okay. Ouais, puis tu sais, après, ça a été tellement encore un tourbillon parce que, tu sais, t'es repêché le lendemain matin, les gars doivent prendre l'avion puis se rapporter à leur équipe. Puis après ça, c'est les camps d'entraînement puis de sélection qui commencent. Puis là, après, c'est Hunger Games, tu sais, dans le sens où comme, c'est genre, toutes les semaines, il y a des gens coupés, tu sais, c'est hyper compétitif, contingenté, bien sûr. Tu sais, ils commencent au-dessus d'une centaine, puis, tu sais, je veux dire, une équipe, c'est très peu de joueurs, là, c'est à peine 50, là, avec les équipes de pratique et tout. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, jusqu'à la dernière seconde de, comme, les dernières coupures, les derniers camps, jusqu'à c'est quoi, ça nous amène comme à la fin de l'été, mettons. On savait pas, tu sais, même s'il avait été repêché, même s'il était rendu dans les camps, même, tu sais, on savait même pas encore s'il allait vraiment jouer, tu sais, s'il allait vraiment faire l'équipe, si c'était ça qui se passait pour vrai, tu sais. Puis quand t'as eu l'annonce, comment tu t'es senti, à l'intérieur, toi, là, personnellement, parce que c'est sûr que t'étais contente pour Laurent, ben ça, c'est sûr. Mais la vague après, c'était quoi? Ben, tu sais, comme, quand j'ai su qu'il avait été repêché, j'étais un peu pisse. J'étais comme, OK, fuck, Kansas City, OK, wesh. Puis après ça, tu sais, Laurent est parti, fait que c'était bizarre aussi, parce que moi, je suis revenue au Québec, puis il était déjà plus là, tu sais. Puis je suis allée le rejoindre quelques semaines plus tard, en attendant le deuxième appel, qui est cet appel-là, finalement, de est-ce que tu fais l'équipe ou pas, finalement, tu sais. Puis là, à ce moment-là, on l'a vécu ensemble. Puis là, ben, il y avait officiellement la réponse qui faisait le roster partant des Chiefs et tout. Fait que ça, c'était vraiment, tu sais, c'était vraiment un moment important. Mais, puis, je veux dire, j'étais tellement heureuse pour lui. Puis je pense que là, tu sais, ça revient à comme ma petite expérience, tu sais, de sport de haut niveau où, tu sais, même si je suis pas allée pro puis j'ai pas fait une longue carrière, c'est incomparable avec la NFL, mais ça reste que comme, je pense que j'étais capable de comprendre que c'était maintenant ou jamais. La fenêtre pour aller pro, pour aller dans la NFL, pour Laurent, c'était cette année-là, c'était charnière, c'était comme, on y va le tout pour le tout, puis si ça marche pas, mais on aura tout fait, tu sais. Fait que je pense que comme, tu sais, il y avait, tu sais, cette espèce de comme sens de genre, on a bravé cette montagne-là, on a réussi, c'est un accomplissement, puis là, ça commence pour vrai. C'est ça, je veux dire, c'est une joie immense, c'est une fierté immense, tu sais, quel privilège d'être athlète, tu sais, c'est fou. Tu sais, dans n'importe quel sport, en danse aussi, tu sais, je considère ça comme du sport et art, mais tu sais, quel privilège, c'est de pouvoir faire ça tous les jours de ta vie, tu sais, c'est fou. Oui, vraiment, vraiment, puis... Comment, toi, t'as vécu ce côté-là quand t'as dit, bon, OK, il faut que je prenne une décision de est-ce qu'on est ensemble tout le temps?
qu'est-ce que je trouvais méga intéressant, c'est qu'il n'y a pas de win situation pour la conjointe, la magistrate. Parce qu'il y a d'un côté, je parle du point de vue des autres. Si tu restes là, il y a des gens qui vont dire « Oh my God, tu profites tellement de ton mari, whatever », qu'on sait maintenant, je sais grâce à ton livre qu'il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Mais si tu t'en vas, c'est comme « OK, tu le supportes pas, c'est quoi, genre... Toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire, puis pourquoi tu as décidé de le faire? Ben c'est ça, comme je dis, à ce moment-là, moi, je venais d'entrer à la maîtrise. Puis, tu sais, j'étais avec comme une directrice de maîtrise comme de rêve, avec des bourses, avec des contrats, tu sais, qui s'en venaient. Tu sais, je vivais vraiment comme, tu sais, j'accomplissais puis je relevais des objectifs puis des défis que je m'étais fixés tout au long de mon bac. Puis là, moi aussi, j'arrivais comme à des niveaux que moi, je m'étais souhaité pour moi. Fait que, tu sais, c'était impossible de quitter, tu sais, dans le sens que... Puis c'était même pas une question, en fait. Tu sais, c'était vraiment comme, ben, je suis vraiment contente pour toi. Tu sais, va vivre ça. Moi, je vis mes trucs de mon bord. Puis... la flexibilité que la maîtrise puis la vie étudiante et pigiste me permet, ben je vais l'utiliser pour pouvoir aller te visiter, tu sais, une fois par mois tu sais. Fait que je te dirais que les premières années de la vie de football de Laurent à Kansas City, tu sais, on se voyait comme, j'ai envie de dire, un long week-end par mois-ish, puis tu sais, quand j'avais, mettons, quand j'étais capable de genre coller une semaine ou genre, tu sais, une relâche ou, tu sais, le congé des fêtes. Tu sais, là, j'étais capable de comme plus coller des journées puis aller comme une semaine ou, tu sais, 2 semaines, mais c'était plus rare, tu sais. Fait qu'on se voyait pas beaucoup, tu sais. Puis en plus, tu sais, moi, souvent, tu sais, à cette époque-là, j'avais comme des contrats au printemps puis à l'été, tu sais. Donc, tu sais, lui, il revenait de la fin de la saison puis moi, je quittais, tu sais. Fait que on s'est pas beaucoup vus, mais, tu sais, on vivait les deux comme des expériences professionnelles incroyables, dans des niveaux incroyables. Tu sais, je pense que c'était la première année ou la deuxième année en 2015, tu sais, c'était sa deuxième année. C'était la première année où il était partant aussi, tu sais, comme officiellement, parce que sa première année avec les Chiefs, il était comme backup, tu sais, remplaçant. Mais la deuxième année, il était vraiment comme, tu sais, sur la ligne partante. Puis, tu sais, moi, cette année-là, j'ai signé un contrat pour être assistante commissaire à la Biennale de Venise, qui est à peu près l'équivalent de, genre, les Olympiques en art visuel. C'est comme un gros truc qui se passe à Venise. Tous les pays envoient une délégation. Puis là, c'est un concours entre pays. Fait que tout le monde monte une exposition. Puis là, il y a comme un jury international. Puis mais c'est l'événement, ça se passe une fois ou 2 ans depuis, tu sais, comme une centaine d'années, genre, puis c'est vraiment l'équivalent des Olympiques. Puis moi, je venais de signer comme assistant commissaire sur la délégation du Canada, fait que j'étais comme, tu sais, on vit des choses exceptionnelles, mais on est juste pas dans le même pays, là, tu sais. Hey, c'est fou, ça. C'est fou, puis... Ah, parce que j'ai tellement de questions. Est-ce qu'à un moment donné, tu sentais que t'étais comme... Ben là, je veux pas rentrer dans votre vie personnelle, mais tu t'es dit, ben gars, c'est vis ta vie là-bas, je vais vivre la vie, ou c'était impossible, votre lien était trop fort, puis c'était comme, on va jamais se lâcher, tu sais. Mais je pense qu'il y avait comme un phénomène de... Tu sais, comme on se poussait. Tu sais, c'est comme si les deux, on vivait tellement des choses extraordinaires professionnellement que c'est comme si on se catalysait, puis on se supportait, puis on était comme vraiment... tu sais, comme là, l'un pour l'autre, mais comme en comprenant que, genre, géographiquement, c'était pas possible, tu sais. Fait que c'était vrai. Mais c'est beau, puis tu sais, je pense que comme dans ma relation avec Laurent, c'est comme une des choses les plus fortes entre nous deux, tu sais, depuis, justement, ça fait comme 12 ans qu'on est ensemble, cette espèce de comme... tu sais, immense fierté l'un de l'autre, de toujours être dans cette relation où on va se soutenir, tu sais, mais en même temps dans un genre de vivre et laisser vivre, tu sais, comme quand ça fit, puis quand ça fit pas, puis c'est comme, on se soutient là-dedans, puis on est comme des bons partners, tu sais, c'est... Mais c'est l'air vraiment d'un duo, c'est comme un powerful, tu sais, c'est comme, OK, toi tu fais ça, moi je fais ça, ça combine, genre, full, une grande force, tu sais. C'est vraiment cool. J'ai un petit segment au milieu, ben là, on est passé le milieu, mais un petit segment de mon commanditaire, mais on a fait un petit jeu avec mon commanditaire. OK? Donc, on est rendu au segment de mon commanditaire, qui est l'entreprise de signalétique Bromard, qui vous propose des solutions dans vos besoins d'affichage, des enseignes personnalisées ou même des lettrages de véhicules, qui s'occupent de vous avec une grande approche humaine. Donc, vous pouvez utiliser mon code promo NERI10 pour 10% de rabais sur votre première
commande. Donc, on épelle le nom de mon commanditaire, mais j'ai des questions pour toi. D'accord. Okay? Donc, la première lettre, c'est B, batterie. Comment tu recharges tes batteries dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as de quoi de spécifique? Ah! Ben, mes amis, ma famille, je suis vraiment proche de ma sœur, ma petite sœur. On se voit chaque semaine, on est très proche aussi de nos gangs d'amis, fait qu'on on se voit souvent, tu sais. Puis ça, c'est tellement précieux, ouais, c'est vraiment comme... Ouais, un des liens les plus précieux dans ma vie, ma petite sœur. Ah, ça, c'est cute. R, rencontre. Quelle a été ta rencontre la plus marquante dans ta vie? Ah! Wow! Ben, je veux dire, en art contemporain, j'ai eu des très beaux modèles de mentors, j'ai envie de dire. C'est les premières personnes qui m'ont donné ma chance, qui m'ont donné des jobs dans le milieu des arts. Je pense d'emblée au galériste Hugues Charbonneau, qui a une galerie à Montréal ici, qui m'avait pris comme très jeune stagiaire au bac, puis finalement qui m'a engagée, puis avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans à comme vraiment monter sa galerie. Puis une autre grande dame du monde de l'art contemporain qui s'appelle Louise Derry, qui est la directrice de la galerie de l'UQAM, qui elle aussi m'avait engagée au bac. J'étais la première personne engagée au bac de cette institution. Puis, tu sais, elle m'a vraiment donné ma chance. J'avais genre une job genre à l'accueil de surveillante. Genre. Mais c'est pas grave, ça, ces affaires-là. C'est juste important d'être là. Tellement. Puis c'est vraiment des modèles inspirants, tu sais, qui m'ont vraiment formée à bien comprendre la réalité du terrain, tu sais, en art contemporain. Ouais. Vraiment cool. O, objectif. Un objectif que toi, personnellement, tu as dans les prochaines... ça peut être un court, mais ça peut être long terme aussi. Un objectif que tu aimerais dire. Ah! Ben, définitivement... contribuer à la discussion autour de la place des femmes dans le sport. C'était le principal objectif du livre hors-jeu. Puis j'ai envie de pouvoir continuer à donner un coup de main avec le livre à cette question-là. Je pense qu'on vit un moment historique. En ce moment, les choses bougent. On brise des records à chaque semaine, quasiment, ces temps-ci. Fait que je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'on est en train de vivre, puis c'est maintenant que ça se passe. Donc, si j'ai la chance de pouvoir aider cette question-là, moi, c'est ça l'objectif que je me fixe, là, vraiment dans un beau. court terme. M, mantra. Est-ce que tu as un mantra de vie ou une phrase que tu aimes te rappeler ou un truc comme ça? Mon Dieu, c'est comme plus spirituel. Oui, c'est ça. Ben, je sais pas, mon Dieu. Il y a des gens qui ont dit des quotes aussi qui aiment ou... Ouais. Ben, je me dis souvent que, tu sais, les choses passent, puis que, comme, tu sais, je pense que le privilège de travailler comme en art, puis même en sport, tu sais, je pense que je me ramène souvent comme au fait que, tu sais, c'est un immense privilège que même dans toute l'urgence et la rapidité que les choses vont, des fois, tu sais, il faut aussi se rappeler qu'on travaille en art et en sport, puis, tu sais, il n'y a pas de vie en jeu. Un apprentissage que tout le monde, tu penses, devrait savoir. Ah! Ouais. Par exemple, Bob Léchef, quand il est venu, il a dit il faudrait que tout le monde sache se faire manger. C'est un apprentissage que tout le monde devrait savoir. Oh mon Dieu, mais moi, c'est vraiment moins... Vas-y. Basic. Moi, une chose qui me flabbergaste, c'est les dates d'anniversaire. Puis là, mais tu sais, quand on fête, OK, mais c'est vraiment niaiseux, mais genre, je suis comme, faut que tout le monde sache ça. Mais tu sais, quand on fête, genre, notre 30e anniversaire, là, puis là, on est comme, on entre dans une nouvelle décennie, c'est un chapitre, on se met genre full de pression. Mais en réalité, quand on fête notre anniversaire, on vient de compléter cette année-là. Non, mais comme... Je comprends. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, on est, puis là, après 1 an, on fête notre fête de 1 an. Donc, tu sais, quand tu fais ton 30e, puis t'es comme, oh mon Dieu, je rentre dans une nouvelle décennie, tout ça, tu l'as déjà réussi, ça va bien, c'est fait. Genre, tu peux juste comme continuer. Fait que c'est tout. C'est mon mot du jour. Trop drôle. Fait qu'on devrait célébrer l'année qu'on vient de vivre ou la prochaine année, pas genre j'ai 30 ans. Je comprends. Exact. Voilà. La dernière lettre, R, résilience. Une épreuve qui t'a rendue résiliente. Wow. Ben,
Ben définitivement comme ma blessure en danse, puis toutes les complications et les douleurs chroniques que ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Je pense que ça m'a montré que j'étais capable de faire des choses difficiles, que les choses passent, puis qu'on est capable de se construire autour de ces défis-là et de continuer. J'aime ça. J'écoutais un podcast ce matin, puis il parlait de close the gap. Fait que c'était exemple, t'es quelqu'un, t'essaies de faire tu veux faire quelque chose, c'est un rêve, mais fait qu'il y a un gap, ça veut dire entre toi et la chose que t'aimerais faire. Ouais. Puis tout le monde devrait bâtir sa capacité à close des gaps. Fait que ça peut être petit au début. Tu sais, mettons, t'as besoin de faire quelque chose, t'as peur, puis t'as réussi, mais là t'as comme la confiance, en guillemets, mais tu sais que t'es capable de close des gaps. Ouais. Puis je pense que ça, c'est cette blessure-là que tu as vécue, d'avoir un deuil, puis de repartir dans quelque chose, c'est de closer un gros gap, de dire « je suis là, puis j'aimerais ça aller là ». Puis une fois que tu as closé des gros gaps comme ça, on dirait qu'il n'y a plus rien à ton épreuve. Tu peux dire « si j'ai été capable de closer ce gap-là, je peux closer n'importe quel autre gap si ça me tente, si je mets l'énergie, puis tout ». Fait que je trouve ça intéressant. Je voulais en parler parce que je trouve ça beau. Non, mais c'est vrai, puis tu sais, après, comme... Tu sais, il y a plein d'autres, justement, injustices, puis barrières systémiques, tu sais. Je pense que, comme, c'est pas nécessairement de tomber comme dans la pensée magique de comme si tu veux, tu peux, nanana, mais je pense que des fois, effectivement, dans des plus petites bouchées de projets, de comme se rappeler de comme, ah oui, tu sais, ça, je sais que je vais être capable. Tu sais, je peux, je suis capable, je l'ai déjà fait. Tu sais, j'ai cette force-là, j'ai cette résilience-là aussi. Tu sais, comme, des fois, ça aide à adoucir certaines épreuves, je trouve. Oui, vraiment, vraiment. C'est pour revenir, bon, ben, merci d'avoir joué à ce segment de mon commanditaire. Il y a un autre truc que je voulais vraiment savoir, puis je suis curieuse, parce que quand tu as un peu dit dans le livre toutes la réalité des conjointes, femmes, copines des joueurs professionnels. Puis moi aussi, il y a un truc que je pense jamais. Les joueurs professionnels de sport sont jeunes. Ouais, vraiment. Des fois, on est comme, ils ont comme 40 ans. Puis tout, non, il y a 40 ans, il n'y a plus personne. Fait que c'est comme, c'est toutes des conjointes. Ils ont genre 22 ans. Exact, c'est tout du monde jeune. Fait que je veux savoir comme, est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment choqué ou marqué plutôt sur la famille, la vie des familles ou la vie des conjointes, des acteurs que toi t'as côtoyés? Mais ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Qu'est-ce qui t'a marqué? Non, mais c'est une bonne question, puis ça, je trouve que ça nous ramène à genre l'autre question du départ sur le livre, tu sais, comme le déclic du livre, c'est d'arriver dans cet univers-là, puis justement de constater le nombre énorme de femmes qu'il y a dans cette industrie-là, mais dont j'avais jamais entendu parler, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je traite de ligue masculine dans le livre, mais donc, le plus grand nombre de femmes dans ces ligues-là, ben, c'est des conjointes, c'est les blondes de ces gars-là, tu sais. Donc, je découvrais comme des dizaines, des centaines de femmes impliqués dans le sport juste parce que c'est ça leur quotidien, tu sais, parce que c'est des grosses machines qui nous embarquent puis qui comptent aussi sur nous, tu sais, pour optimiser tout ça. Puis aussi, je découvrais les cheerleaders, tu sais, qu'on connaît, qu'on sait, qu'on a tous des images mentales, tu sais, mais de réaliser que les cheerleaders, c'est des centaines, des milliers de femmes qui sont employés par ces équipes-là, ces ligues masculines-là, depuis des décennies. Ça m'a vraiment frappée, puis rapidement, donc, la quête du livre, c'est vraiment devenu de comprendre, bon, mais sont où les femmes? Qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi leur rôle, leur rapport? C'est quoi, justement, les défis avec lesquels il faut qu'elles composent? Puis de mettre en relation les conjointes, parce que c'était mon expérience, avec les autres femmes qui gravitent dans cet univers-là. Donc, dans le livre, je parle beaucoup des conjointes, c'est mon expérience, bien sûr, mais je parle aussi des cheerleaders, des arbitres, des coachs, des dirigeantes. Donc, toutes les femmes qui, finalement, contribuent à ces grandes ligues sportives masculines, puis ben, pour lesquelles je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement à changer notre regard, le regard qu'on pose sur elles, puis la manière dont on parle d'elles. Donc, fait que c'est ça pour revenir à ta question, tu disais, bon, c'était quoi mon mindset ou comment je me suis sentie quand je suis débarquée dans cet univers-là? Ben, c'est certain que, tu sais, comme je disais tantôt, je connaissais rien du sport. Le sport masculin, de contact, c'était très loin de moi aussi, cette industrie-là. Fait que j'ai eu une courbe d'apprentissage très à pic.
Tu sais, les règlements, je commençais à être pas pire parce que, tu sais, ça faisait déjà comme 2-3 ans que j'étais avec Laurent. Fait puis il jouait à McGill, universitaire. Fait que, tu sais, me débrouiller dans un match, ça, c'était pas pire, mais de comprendre l'immensité de la machine NFL, ça m'a pris quand même plusieurs années. À comprendre aussi sa force, sa puissance, puis la raison pour laquelle, justement, elle implique les femmes, puis elle embarque les femmes dans cette espèce de comme train qui roule, tu sais. Tu sais, la NFL, ça reste la ligue la plus puissante au monde. Peu importe le sport que tu parles, que tu rentres le soccer international ou pas, ça reste la plus puissante, même si elle est seulement jouée aux États-Unis. Il faut se rappeler. C'est fou, ça. C'est pas un sport qui est comme exporté. Non, vraiment pas. Là. Genre, en Afrique, pas beaucoup de monde joue au football américain. Là. Mais même en Europe, c'est comme les gens sont genre, c'est weird ce sport. Là. Comme c'est pas un truc qui existe à l'extérieur des États-Unis, vraiment. Donc, c'est quand même fascinant. Puis je pense que ça parle beaucoup, justement, de la machine médiatique que la NFL a été capable de construire. Puis l'immense machine économique aussi. Oui, vraiment, oui. Et donc, tu sais, ce dont je parle dans le livre, c'est que pour les conjointes, justement, lorsque nos conjoints sont repêchés ou signés ou entrent dans la NFL, bon, c'est effectivement un immense privilège. Si les gars signent des contrats qui sont de plusieurs millions ou des centaines de milliers de dollars, c'est considérable. C'est un immense privilège financier, c'est un immense privilège social aussi, c'est un statut social beaucoup aux États-Unis, tu sais. Mais c'est comme si tu entres aussi dans une machine où tout doit être simplifié et optimisé pour l'athlète. Puis moi, je me suis retrouvée beaucoup dans des situations où, tu sais, j'étais témoin de couples où, justement, bon, la fille vient de graduer de l'université parce qu'on est super jeunes, tu disais. Tu sais, quand les gars sont repêchés, souvent, c'est comme à la fin de, genre, leur équivalent de bac ou, tu sais, certaines filles, mettons, ont une maîtrise ou sont en train de finir leur maîtrise, tu sais. Donc là, ton chum est repêché dans une autre ville parce que c'est ça, la réalité. Tu sais, tu travailles très rarement où est-ce que tu habitais ou tu étudiais, tu sais. Donc, tu es repêché ailleurs. Fait que là, la fille, elle a comme une décision à prendre. Est-ce que je suis mon chum ou est-ce que je reste où je travaille ou où j'étudie? Puis quand tu suis ton chum, l'enjeu, c'est que les saisons de foot, ça dure 6 mois à peu près. T'sais. Puis c'est 6 mois, mais c'est comme 6 mois on and off parce que là-dedans, il y a comme les camps de printemps, puis là, t'as comme un break, puis là, t'as les camps d'été, puis là, fait que c'est comme un 6 mois un petit peu morcelé. Mais puis aussi, l'affaire, c'est que les gars peuvent être coupés n'importe quand. Les contrats sont pas garantis. Non, puis aussi, tu peux être blessé n'importe quand. Puis, exactement. Échanger n'importe quand. Exact. Fait que, tu sais, il y a comme aussi une volatilité. Tu sais, malgré le fait que c'est des gros contrats et tout, ça reste que si tu fais le move de comme, OK, je vais changer de job, je vais aller me chercher une job là-bas. Premièrement, tu sais jamais combien de temps ton chum va rester là-bas. Puis deuxièmement, quand la saison est finie, mais ta maison, c'est pas là, ta famille, tes amis, tu sais. Fait que souvent, les gens ont 2 maisons, tu sais, ont 2 appartes parce que, tu sais, pendant le off-season, mais tu retournes à la maison. C'est ça, tu retournes chez vous. Fait que c'est tough, là, de trouver une job pour 6 mois, puis après ça, de rechanger, puis de rechanger. Puis là, tu rentres là-dedans, les enfants. Tu sais, mettons que t'as des jeunes enfants, parce que là, t'as 22 ans. Fait que là, t'es comme, mais là, tant qu'à faire, je vais starter la famille, tu sais. Mais là, t'as des bébés impliqués là-dedans. Là, sinon, t'as des enfants d'âge scolaire. Fait que là, t'as 2 écoles à gérer. Fait que, tu sais, bref, tout ça pour dire que, comme, après, encore une fois, c'est un immense privilège, puis il y a plein de façons que ces femmes-là peuvent avoir de l'aide, mais il y a quand même une espèce d'immense... on prend pour acquis, tu sais, qu'elles vont justement faire ces sacrifices-là, faire ces décisions-là de suivre, de s'adapter, de déménager les maisons parce que les gars n'ont pas le temps, de trouver les écoles parce que les gars n'ont pas le temps, de s'occuper de faire l'école à la maison si jamais la décision, c'est ça. Après ça, c'est de prendre en charge toute la charge mentale de la maison, donc le ménage, la cuisine, les enfants, encore une fois, toute la famille, la visite, les amis qui viennent voir les games les week-ends, c'est un week-end sur 2
2 pendant la saison, tu sais. Puis ça, c'est commun. Je veux dire, tout le monde reçoit tout le temps les gens. Tu sais, les gens viennent voir les gars jouer, bien sûr. Oui. Tu sais, c'est super le fun, mais ça reste que c'est beaucoup les filles qui reçoivent, qui gèrent, qui accompagnent. Et donc, tu sais, il y a comme cette espèce de pression, finalement, à optimiser la vie familiale et optimiser, finalement, la performance du joueur pour que la seule chose qu'il ait à penser, c'est jouer. Puis ça, pour moi, c'est là où, genre, je débarque un petit peu, dans le sens où il faut se rappeler qu'on est dans le contexte d'une industrie, d'une ligue qui génère des milliards de dollars de profit par année. Tu sais, rendre visible les femmes, rendre visible ce travail-là, parce que là, il faut parler de travail, là. Oui, c'est ça. Là, c'est une full-time job, là. C'est une full-time job. Mais ça serait tellement pas si compliqué pour eux, avec toutes leurs ressources, puis tout ça, mais... Il y aurait tellement de façons faciles, tu sais. Dans le livre, je parle de comme un système de garderie ou un service de garde pour les filles quand elles sont juste 6 mois par année dans une ville, tu sais. Ils pourraient avoir au stade, là, un endroit où les gars amènent les enfants le matin, puis les reprennent en repartant. Je veux dire, leur horaire est tellement régulier et tellement inflexible que comme, tu sais, ça, c'est genre, c'est un acquis, là. Exact. Ça serait tellement facile ça serait tellement facile, tu sais. On peut penser à des primes de déplacement aussi quand les filles doivent changer d'emploi pour, comme, changer de ville et compagnie. Tu sais, tout ce qui entoure autour de la parentalité. Tu sais, les gars n'ont pas accès à des congés de paternité, mais tu sais, ça, la pression sur les filles, elle est immense. Mais il faut que tu accouches. Faut que t'accouches au bon moment, idéalement un lundi, si c'est pendant la saison. Sinon, tu sais, comme vise mars, avril, s'il te plaît. Tu sais, c'est comme si le travail de ces femmes-là puis la pression sur ces femmes-là arrête jamais. Puis la question de privilège est importante parce qu'après, tu sais, on se dit, OK, si demain matin, la NFL instaurait des garderies à hauteur de ligue, bon, qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait la vie de quelques centaines de familles, tu sais, qui font déjà des sous puis bon, qui vivent déjà le privilège de la NFL. Fair. Mais le message que ça enverrait qu'un immense joueur comme la NFL arrivent puis disent, ben nous, on reconnaît l'existence et le travail de ces femmes-là dans nos ligues et on est reconnaissant de cet apport-là et on veut comme travailler à l'égalité dans la cellule des familles qui sont dans la NFL. Mais pour moi, le message à échelle sociétale que ça enverrait serait immense. Plus puissant, là. C'est ça. Puis c'est un peu là où tout le livre repose, dans le sens où, tu sais, oui, je donne des exemples concrets, j'amène les gens dans les coulisses de la NFL et tout ça, puis je parle de l'état de la situation, les chiffres, comme qu'est-ce qui se passe sur le terrain et tout, mais ultimement, tu sais, le projet du livre, c'est vraiment comme d'élever la conversation puis d'arriver à un point où on se demande, tu sais, nous, collectivement, nous, sociétalement, tu sais, qu'est-ce qu'on veut que le sport raconte de nous? C'est quoi les valeurs qu'on veut que le sport, tu sais, fasse sa promotion, tu sais? Puis ça, c'est important parce que, tu sais, quand on Google la définition ou les grandes valeurs du sport, genre selon l'UNESCO, tu sais, l'égalité est dans le top 3, là! Puis c'est pas ça qui se passe sur le terrain, tu sais. Je veux dire, cette année-là, les Jeux olympiques à Paris, c'est la première fois de toute l'histoire des Jeux olympiques qu'il va y avoir autant d'hommes que de femmes athlètes. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un moment historique où les femmes ont droit aux mêmes chances dans le sport, ont le droit aux mêmes droits et ont le droit aux mêmes rêves, finalement, tout court dans le sport. Elles n'ont pas les mêmes options, elles n'ont pas la même place. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important qu'on le réalise, tu sais, parce qu'il y a cette espèce, justement, ben encore une fois, j'utilise le mot privilège, mais comme de privilège qui enveloppe le sport comme si il était intouchable sur cette question de l'égalité des genres, tu sais. Puis je trouve ça très dangereux, en fait. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi bon qu'un livre comme le tien ait tout à gagner d'être le plus populaire possible, tu sais, pour que plus de monde soit informé. Puis juste le lire, t'es comme... Tout de suite, tu deviens juste plus aware, dans le fond. C'est intéressant. J'ai une dernière question parce que le temps file, après ça, on a nos sections. C'est, Laurent et toi, vous avez bâti une fondation en 2017, qui est la fondation LDT. Je veux savoir un peu pourquoi vous avez parti de cette fondation puis qu'est-ce qu'elle fait? Oui, la fondation LDT, ben, on l'a parti vraiment pour, tu sais, 2017, c'était comme l'année qui a suivi la deuxième signature de contrat de Laurent. Puis, tu sais, on est très conscient que la NFL, ça a changé notre vie, là, dans le sens où, comme, financièrement, mais aussi d'un point de vue médiatique, d'un point de vue de comme
place et écoute que notre voix a, tu sais, dans l'espace public. La vision derrière tout ça, c'est vraiment de voir l'art et le sport comme des moteurs positifs à la réussite éducative. Donc, un moyen de raccrocher les jeunes à l'école, de leur faire découvrir des nouvelles disciplines, des nouvelles passions, de les faire bouger autrement, de les initier à l'art contemporain, à des techniques en art puis en création qu'ils peut-être ne connaissaient pas. Donc, c'est d'un peu d'ouvrir l'imaginaire à travers le sport et l'art. Puis, fait que c'est ça la mission qu'on s'est donnée. C'est vraiment beau. Parce que on dirait que c'est tellement inspirant. Puis même moi, je suis jeune, mais j'essaie déjà de penser, parce que moi, j'aimerais tellement avoir une OBNL, mais j'ai comme un plan, mais je peux pas le dire publiquement parce que j'ai peur si ça n'arrive pas, que le monde ça peut arriver. Mais c'est inspirant, je trouve. Mais ça fait que ça donne le goût de dire, OK, c'est possible de faire des trucs comme ça, puis de faire vraiment un gros changement. Merci beaucoup pour ton temps. Mais on a la section intéressante que je fais avec toutes mes invités. La question parfaite, tu peux t'asseoir avec 3 personnalités pour une soirée pour discuter, ça serait qui? Ben, je vais rester dans la thématique WAG, donc conjointe de joueurs. Ouais. Je serais tellement curieuse. OK, c'est très pop, là, mon anglais. T'es prêt? Oui. Je serais vraiment curieuse d'entendre Victoria Beckham, qui est comme considérée comme l'une des premières femmes qui a eu l'étiquette de comme conjointe de joueur dans les médias. Le documentaire. C'est fascinant. Ah, c'est fascinant. En tout cas, allez voir ça sur Netflix, là, c'est fou. Ah non, c'est fou. Puis tu sais, j'écoutais le documentaire, puis c'est comme, je disais, elle parle de trucs qui se sont passés, genre, il y a 15 ans, il y a 20 ans, puis je suis comme, c'est la même chose qui se passe, genre, il y a les mêmes choses dans le livre, il y a les mêmes enjeux, c'est fou. En tout cas, Victoria Beckham. OK. Gisèle Bündchen, donc l'ex-femme de Tom Brady. OK. Donc, qui a quitté le monde de la NFL. OK. Et Taylor Swift, nouvelle venue. J'ai voulu t'en parler, mais on n'avait pas le temps, mais j'avais vraiment trouvé ça. Ouais, ça ferait vraiment une belle conversation. On aurait comme un bon éventail, tu sais. Oui, vraiment. De comme, tu sais, comment c'était, pourquoi quitter et comment ça se passe quand tu rentres dans cet univers-là, tu sais. Ouais, c'est vraiment intéressant. OK, j'adore ça qui est arrivé avec une thématique. Réponse rapide. Le plus rapidement possible. Ton projet le plus marquant dans ta vie? Ben là, mis à part hors-jeu, mais cet automne, j'ai ouvert une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis c'était la plus grosse exposition que j'organisais à date dans une institution très importante au Québec, au Canada. Et c'est un solo de l'artiste Françoise Sullivan, qui est une femme qui a eu 100 ans l'an dernier, qui est toujours en vie et qui est une j'ai envie de dire une révolutionnaire, mais c'est une femme qui a signé le Refus global dans les années 40 au Québec, donc qui est une espèce de manifeste qui a vraiment provoqué et entraîné la modernité culturelle au Québec. Donc, elle était avec Riopelle, Bordua, Marcel Ferron. Donc, les OG. c'est les OG. Puis j'ai passé donc les 2 dernières années à travailler sur cette exposition-là avec elle, donc à passer des après-midi entiers avec elle dans l'atelier où elle montrait ça, sur quoi elle travaille, parce qu'elle peint encore à tous les jours. Comme on s'est parlé hier au téléphone, puis elle était comme « Ah, j'ai tellement hâte de retourner à l'atelier après le congé des fêtes. » Comme elle est adorable, elle est tellement inspirante. Fait que oui, ce projet-là est une des choses les plus marquantes que j'ai fait dans ma vie. Tu sais, c'est quand dans la vie que tu as la chance de comme travailler avec une centenaire qui a marqué l'histoire. Oh my God, tellement hot. Vraiment c'est exceptionnel. Cool. Vraiment nice. Un rêve... Ah non, excuse. Ton plus bel achat? Mon plus bel achat, ben j'ai envie de dire la première œuvre d'art que je me suis achetée, puis là ça a l'air full prétentieux, mais c'était genre une toute petite œuvre sur papier comme ça. C'est un multiple de l'artiste Mathieu Beauséjour qui est québécois, puis je pense que ça m'avait coûté genre 25$, puis j'étais tellement heureuse de pouvoir l'installer chez moi puis de vivre à tous les jours avec cette œuvre-là. Je trouve que comme avoir même des tout petites œuvres à la maison, d'avoir des petits morceaux de l'univers d'artistes ou de créateurs qu'on aime, tu sais, à la maison, c'est tellement précieux, comme ça t'accompagne vraiment dans ton quotidien, puis je trouve ça vraiment, tu sais, je veux dire, c'est ça, je veux dire, c'était 25$, tu sais, j'étais c'est prêt et beau, j'étais comme, OK, tu sais, ça va être une dépense. Ça va être une dépense où je m'achète un cadre, tu sais, mais c'est quelque chose qui m'apporte encore à ce jour vraiment beaucoup. J'aime vraiment ça. Un rêve secret.
Ben, en ce moment, je pense beaucoup à un projet jeunesse. Puis, tu sais, on parlait de la fondation, puis, tu sais, c'est des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien qui change si on ne part pas de la jeunesse, puis, tu sais, de promouvoir l'activité physique, puis les arts de manière différente avec la fondation. Pour moi, c'est tellement essentiel. C'est la première pierre qu'on peut placer. Mais par rapport au sport puis à la place des femmes dans le sport, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête en ce moment. Ouais, j'aimerais beaucoup ça pouvoir... je sais pas dans faire quelle forme. Ouais. C'est vraiment cool. Dernière question, ta meilleure habitude de vie? Danser. Encore, à tous les jours, n'importe comment, dans la cuisine. C'est trop hot! OK, dernière section, ça s'appelle Under ou Overrated. OK? Donc, tu me dis si quelque chose est underrated à ton avis ou overrated. OK? Je te dis, ça part de tous les bords, de tous les côtés. La cage au sport. Ah! Ben là, mon Dieu, c'est vraiment difficile. Genre, pour toi, c'est moi, j'ai quand même genre un petit plaisir coupable. Ah, c'est ouais, un espace qui me fascine. Okay. C'est vraiment intéressant, les bars sportifs. OK. C'est vraiment under weird. ou over? Genre neutre. Neutre, OK. Le chocolat chaud. Ah, mon Dieu, merveilleux, le chocolat chaud. Ben là, c'est ça, là, je réponds Faut que tu dises under, faut que tu dises under. OK. Under. Le spectacle La mi-temps du Super Bowl. Ah, mon Dieu, c'est fabuleux. Under. Under. La musique québécoise. Under. Sur la place, sur la scène internationale. Bansky. Over. Ouh, j'aime ça. Les martinis. Ah, je suis vraiment pas une femme de martini, mais tu sais, j'aimerais développer ce goût. Je ne sais guère. J'ai envie de dire... under, mais juste parce que genre j'aimerais développer le skills aussi de pouvoir boire. Je comprends, oui. Verre, genre, mon Dieu, quel stress. Moi, j'aurais dit over. J'aurais dit over. La NFL, overall. Oh! Mais là, c'est compliqué parce que j'ai envie de te dire over, mais en même temps, j'ai aussi envie de te dire under parce que je pense que la NFL pourrait être un acteur de changement en termes d'égalité des genres puis de justice sociale tellement plus grande s'ils prenaient des actions plus significatives. Donc, 50-50. 50-50. Faire du camping. Oh mon Dieu, over. Oh mon Dieu. Tellement pas mon vibe. OK. La vente aux enchères d'art, mais full prestigieuse qu'on voit dans les films, là. Over. Le film Barbie. Under. Moi aussi, under. Merci, full, Florence, d'être venue au podcast, d'avoir partagé tout ça. Allez vous procurer le livre de Florence, hors-jeu. Ils peuvent trouver où? Sur toutes les librairies? Partout. Sur leslibraires.ca, aussi en ligne. Partout. Donc, merci, Florence. Je vais mettre le lien aussi pour aller procurer ton livre dans la description. Puis, merci d'être venue. Je te souhaite tout le succès du monde. Merci. That's it!